Bonjour tout le monde. Donc, permettez-moi de partager avec vous donc, cette observation clinique. Il s'agit d'un garçon âgé de 3 ans. Donc, il y a une notion d'anémie ferriprive non documentée il y a 1 an et demi traitée par fer, issu de parents donc, non consanguins. Donc, son histoire actuelle remonte au 1er 12 2023 par l'installation d'une fièvre avec une toux et un amaigrissement. Les parents, ils ont consulté chez un médecin généraliste, donc il a mis sous une amoxicilline avec de l'ibuprofène pendant 7 jours. Devant la non-amélioration, un mois après, donc une deuxième consultation le 6 janvier 2024, une radio thorax a été demandée donc, à cette consultation. Donc, voici la radio thorax, comme vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, si vous pouvez, donc. C'est bon, vous arrivez à voir cette radio thorax. Je ne sais pas si vous pouvez faire une interprétation, non? Donc, parmi l'assistance, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette radio thorax? Rapidement. Un poumon blanc, c'est ça? C'est un... Oui. Hein? Oui. Monsieur Khorassani, ici il y a une réponse, la trachée, elle est déviée. Déviation de la trachée. De la trachée. Oh. J'ai la radio par la suite, la deuxième. D'accord. Pardon. خليك البوينتر البوينتور خلي فلاش خلي فلاش لا البوينتور اللي هي ها هو نسخ هي حمو للخت c'est bon. C'est bon. Donc, c'est une volumineuse opacité qui prend tous les méchants thoraciques gauche, comme vous voyez ici, avec une déviation de la trachée. Vous voyez la trachée, si on suit la trachée, donc elle est là, donc elle est déviée, donc avec une déviation de la trachée et tous les éléments du médiastin. Donc, voici la déviation de la trachée. On a une horizontalisation également des côtes. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, donc en bas. Donc, il y a un amincissement donc, des arcs antérieurs, postérieurs plutôt des côtes. Donc, si on regarde encore beaucoup plus rapproché la radio, donc effectivement, comme vous avez dit, donc il y a un étirement de la trachée à droite. Vraiment, elle est étirée. Donc, il est poussé par quelque chose, elle est étirée. OK. Mais si on regarde encore, bon là si on s'approche, les côtes, les arcs antérieurs, si on compare les arcs postérieurs du côté droit, on voit les arcs postérieurs, mais le côté gauche, l'aspect des arcs, il est effilé. Donc les côtes, ou l'orqaq l'oraniye, il n'y a pas de raison. Donc c'est un syndrome d'épanchement liquidien. كاين لي بونش ما قلناش في هذه لا غادي غنقولوا ستان لي بونشمون ولكن لا بقينا كنشوفوا دابا حنا باقي ما درنا لا ايكوغرافي لا سكانير لا حتى شي حاجه غير دابا هذا في الكابيني كونسلطاسيون كابيني هادشي دونك سي ان كونسلطاسيون دو بيدياتري جينيرال دابا ماشي باقي ما وصلناش لاخر راك شفتو زعما لا كلينيك شنو فيها ودرنا غاديو درتي غاديو بان لك هادشي هذا دونك تتقول سي ان ايبونشمون ليكيديان زعما بروميير اوغار رابيد
وسيرتو لا قلبتي كلينيكمون كان عندنا Donc, كان عندنا ان ساندروم d'épanchement ديبونشمون liquide. يعني كتطلب ستيتوسكوب ما كتسمع والو الى اخره ماشي ديك الساندروم زعما ديبيسيس ولا دو كوندونساسيون سي با ان ساندروم دو كوندونساسيون ولكن لا مشينا غنشوفوا مزيان دابا لا ليماج شاف l'écran. Voilà. Alors, les arcs postérieurs, ils sont effilés. Vas-y. Donc, à ce niveau, donc, quels sont les diagnostics à évoquer? Donc, on a un nourrisson de 3 ans, donc avec une fièvre, taux et amaigrissement qui évolue depuis un mois. Donc, et chez qui la radio donc, trouve donc, une opacité qui prend tous les méchants thoraciques gauche avec une déviation des éléments du médiastin. Donc, quels sont les diagnostics donc, auxquels vous pensez? Oui, pneumopathie, tumeur, oui. Vas-y, on continue. Donc, devant ce tableau, donc l'enfant a été référé donc à l'hôpital provincial, donc où il a été hospitalisé. Donc, ils ont complété le bilan par une numération formule sanguine. L'hémoglobine était à 10,4 avec des globules blancs à 5980, des PNN à 5980, les lymphocytes, les globules blancs donc étaient à 5980 avec des PNN à 3660. Les lymphocytes à 1561 et les plaquettes à 353 000. Une CRP à 17,8. Donc, ils ont fait une ponction pleurale. Donc, l'aspect était hématique. C'est un syndrome d'épanchement. D'accord. Voilà. Donc, c'est une attitude logique. On avait avancé sur l'interprétation de la radio, mais l'arc postérieur n'était pas évident. Donc, l'arc postérieur et filé, ce n'était pas évident. Donc, un épanchement, donc un syndrome d'épanchement et une ponction pleurale. Et la ponction pleurale, voilà ce qu'elle a donné. Donc, l'aspect du liquide était hématique. Donc, je n'ai pas noté ici, mais les protéines étaient à 45 grammes par litre, donc révalta positive. Les globules blancs à 200 par millimètre cube, donc à prédominance lymphocytaire à 100%. La culture était stérile et la recherche de BK était négative. Donc, jusqu'à maintenant, donc je continue. Donc, c'est un exsudat donc à prédominance lymphocytaire. Donc, l'enfant a été traité comme une pneumopathie infectieuse. Donc, il a été mis sous une amoxicilline à 80 mg par kilo par jour avec de la gentamicine 3 mg par kilo. Donc, l'enfant donc, ne s'était pas amélioré. Donc, la discussion donc, était donc, avec les pneumophthysiologues. Donc, ils ont pensé donc, à une tuberculose. Donc, l'enfant a été adressé donc, chez un pneumophthysiologue donc, à l'hôpital. Donc, il a mis sous traitement antibacillaire le 13 janvier 2024. Donc, il y avait un amaigrissement, donc une toux. C'est un amaigrissement, une évolution sur un mois. Donc, et avec la ponction pleurale, donc c'est un exsudat donc, qui est à prédominance lymphocytaire. Dans le contexte. Vu la non-amélioration de la thérapie qui est quand même amoxicilline plus Gentin, donc l'hypothèse d'une tuberculose, elle est aussi retenue. Donc, comme ça, on reste en logique. Non. Des fois, on ne l'envoie pas forcément l'hémato ou la nanapathe. Donc, on n'a pas le réflexe parce que tu as ponction pleurale, tu l'envoies le bactériochimie. Juste une parenthèse. Donc, déjà pathologie oncologique. Donc, on n'est pas une équipe d'hémato-onco. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est pas un cancer. Donc, restez dans la logique de PD très générale. Donc, ce n'est pas parce que nous, toute l'équipe de l'hémato-onco, un cancer d'avant. Donc, on va les hypothèses de quoi. Or, l'oncologie en pédiatrie de ville, elle est très rare. Donc, je vais nous la logique. Vas-y, Marie. Il y a un commentaire
pourquoi on n'a pas demandé une écho thoracique avant, madame, avant la ponction pleurale? Oui, oui, c'est discuté. Ça n'a pas été demandé, mais... Oui. Alors, on met un balayage. Très bien. Donc, très Au bien. moins de voir si c'est liquidien ou si... لا مازال دابا لا مازال Oui, دابا oui, لا c'est حيت bon, je دابا continue. انا je suis dans un حيت دابا il faut qu'on se mette dans un contexte. Aujourd'hui d'abord, on a le cas qui se présente avec certains détails. Alors, je reçois le patient dans mon cabinet ou là dans le service de les urgences ou là je regarde, j'ai un tableau d'un enfant qui a une gêne respiratoire, je fais une radio, j'ai un syndrome d'épanchement liquidien. Généralement, je ne demande pas une écho. Vous avez raison. ولكن dans la pratique, soit qu'il y ait un échographe في الكابيني راه دابا اللي ولاو pas mal de je dirais de pédiatres qui ont là de médecins généralistes qui ont l'échographe في الكابيني donc il va faire il ما عنده شيء généralement il reste fait le raisonnement يعني c'est une attitude qui est je dirais pas défendable mais qui pourrait paraître logique. Après on va revenir bien sûr d'abord a posteriori تقول oui j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça mais ça c'est Le malade, quand je demande une radio, je trouve un poumon blanc, automatiquement, je renvoie le malade chez le radio. Heureusement, on a un radiopédiatre sur Tanger et je fais l'échographie pour savoir si c'est liquidien ou pas, automatiquement. Très bien. C'est 1 plus 2. Là, c'est clair. Oui, merci. Exactement, il est petit. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais comme on a une radiopédiatre qui nous fait des échos comme des scanners, oui, on est très content. Merci. Vas-y. Oui. Donc, l'enfant a installé une gêne respiratoire donc, le 15 janvier 2024. Donc, il a été référé à l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc, l'examen clinique à l'admission, donc l'enfant était apéritique avec une fréquence respiratoire à 39 cycles par minute, une saturation à 92 avec une fréquence cardiaque à 152 battements par minute, les conjonctives légèrement décolorées. Et à l'examen pleuropulmonaire, donc on trouve un syndrome d'épanchement liquidien gauche, donc il n'y avait pas de signe de lutte respiratoire. L'abdomen était souple, donc il n'y avait pas de masse palpable. Donc, il n'y avait pas de déficit sensitif ni moteur. À l'examen ganglionnaire, donc, on trouve une adénopathie cisclaviculaire gauche de 1 cm avec une adénopathie axillaire gauche de 3 cm. Donc, on fait une conclusion clinique. Donc, c'est un enfant de 3 ans donc, qui présente un syndrome d'épanchement liquidien gauche, donc avec des adénopathies cisclaviculaires et axillaires gauche. Et à la radio thorax, on a une opacité qui prend tous l'hémothorax gauche avec une déviation des éléments du médiastin. Et à la ponction pleurale, donc on a donc un exsudat donc qui est hématique, donc à prédominance lymphocytaire. Donc à quoi vous pensez? Oui. Un quantiférant me paraît justifié. Le quantiférant n'a pas été fait initialement à l'hôpital provincial, mais ils ont fait le gène expert donc, sur le liquide pleural qui était négatif. On pense toujours à la tuberculose. Oui. Donc quand on a fait le coup de sonde, on est tombé sur l'épanchement liquidien. Et on a fait la ponction pleurale. On a fait la ponction pleurale et dans la ponction, on a retiré des liquides. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? TDM. Oui. Donc, on a fait donc un scanner, une TDM thoraco-abdominale. Donc, voici les images. Il s'agit d'un voluminoprocessus donc, qui était thoraco-abdominal. D'accord, voici tout ça. Avec donc une petite lise donc, des arcs postérieurs. Amincissement et écoulement. Et donc on est plus. Donc, alors lorsqu'on examinait l'enfant, la partie antérieure, devant il y avait du liquide, que du liquide. Derrière il y avait donc devant c'est que du liquide sur le côté et derrière la tumeur. Donc c'est une tumeur qui
qui prend naissance au niveau postérieur, il pousse et il a fait beaucoup de liquide. Donc lorsque tu l'examines, bah, tu tombes sur le syndrome d'épanchement liquidien. Et quand on ponctionne, on enterre la zone de ponction, bah, on tombe sur le liquide. Donc on tombe pas du tout sur la tumeur. Et voilà. Et puis l'autre signe indirect, c'est ce qu'on avait dit, c'est que en fait, lorsque tu revois le scanner, sur la radio thoracique initiale, effectivement, les arcs postérieurs sont effilés et sont rongés par la tumeur. Donc en fait, la radio, l'échographie, etc. Parce que c'est vrai, je dis l'écho, tu balayes des deux côtés, tu dis que la partie qui est charnue, tumorale, etc. Donc ça, il faut faire le tour. Et effectivement, donc après, sur le scanner, c'est un processus tumoral qui prend toute la région. Oui. Est-ce qu'on aurait pu faire directement le scanner? Ah non, non, oui, Oui, là, oui. Oui, bien sûr. Oui. Là, ça c'est clair qu'on pourrait faire le scanner. Mais bon, maintenant, demander un scanner dans la pratique, généralement, des fois, c'est pas automatique, c'est pas systématique. Donc là, on reproduit une situation dans laquelle un patient qui a une symptomatologie pulmonaire et que tu fais une radio et tu as un syndrome d'épanchement liquidien, le poumon blanc. Donc le raisonnement qui se fait généralement, après, la discussion, c'est que dans la radio de poumon, le message que je souhaiterais faire passer. Ou la radio de poumon, il ne faut plus que ce soit juste une radio que je fais et que je regarde et je. Ou là, c'est le radiologue qui dit que radio thoracique, il y a un syndrome d'épanchement liquidien, ça fait une opacité de poumon gauche. Donc si tu regardais d'une manière beaucoup plus fine ta radio, en fait, il y a pas mal de renseignements, d'informations qui t'imposeraient d'explorer rapidement avant d'aller vers la ponction, etc., etc. Donc peut-être aussi c'est ça le message dans cette observation. Donc c'est revenir à notre radio thoracique, et rapidement, soit qu'elle est normale, mais donc normal entre guillemets. Donc là aussi on ne regarde pas dedans. Des fois, le radiologue, si le radiologue n'est pas avisé, donc rapidement il te répond une radio thoracique sans particularité. Ou à l'inverse, c'est que la radio thoracique fait une image thoracique gauche qui refoule, voilà, sans spécificité, où il te conclut à un syndrome d'épanchement liquidien. Oui, non. Donc, la TDM thoracique, donc, elle a objectivé donc, un processus volumineux donc, thoraco-abdominal. Donc, on a complété par une biopsie de la masse. Donc, à l'anapathe, donc, c'était un neuroblastome peu différencié. Thoracique, thoraco-abdominal. Donc, le bilan d'extension, donc, les moelles étaient envahies. Donc, et la scintigraphie osseuse, donc, elle est en cours. Donc, si on conclut, donc, le diagnostic retenu, donc, c'est un nourrisson de 3 ans, donc, il y a un neuroblastome médian thoraco-abdominal et qui est métastatique à la moelle. Donc, l'enfant a été traité selon le protocole des neuroblastomes au risque, donc, il a reçu sa première cure de chimiothérapie. Donc, merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, si vous permettez, on va voir ensemble ce petit cas clinique. Alors, il s'agit d'un petit de 3 ans, de sexe masculin, sans antécédents notables, et donc qui consulte pour une boiterie à la marche. Alors, l'histoire a commencé par une boiterie d'esquive causée par une douleur brutale, intense, au niveau de la hanche droite, irradiant vers la cuisse et les orteils, sans fièvre ni autres signes associés. Donc, le patient avait consulté, donc il a été mis sous ibuprofène avec une bonne amélioration clinique. 1 mois plus tard, le patient reconsulte pour un état fébrile, donc une fièvre à 39, avec un tableau d'angine et une récrudescence de sa boiterie. Donc, cette fois-ci, il a été mis sous une antibiothérapie orale, donc à base d'amoxicilline protégée, et un traitement symptomatique à base de paracétamol et d'ibuprofène, mais cette fois-ci sans amélioration. Donc, c'est pourquoi on avait décidé d'hospitaliser le patient dans un service de pédiatrie, donc devant la persistance de la fièvre, la non-amélioration de la batterie et bien sûr l'altération de l'état général. À l'examen clinique, donc, vous trouvez un patient conscient, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Donc, il est fébrile à 38,5 et l'examen locomoteur trouve une boiterie d'esquive droite avec une douleur à la mobilisation de la hanche droite. Donc, les aires ganglionnaires étaient libres et le reste de l'examen clinique était normal. Donc, au total, on est devant un patient de 3 ans
donc sans antécédent particulier, qui présente depuis un mois une boiterie d'esquive associée à une fièvre et chez qui l'examen clinique trouve une boiterie d'esquive avec impotence fonctionnelle partielle. Et donc, à quoi vous pensez? Donc à quoi vous pensez? Je veux un diagnostic. On va la demander bien sûr la بريتو واش نطلب لا راديو ولا نطلب سكانر ولا اليغام يلا نعم. D'accord, donc une radio, vous pensez à quoi? غادي نطلبوا لك اللي بغيتو تطلبوا لا غتقول لي جو بونس ريان ديتو بغيت البيلو شوف ما نخمم حتى شي حاجه بغيت البيلو بغيت الغاديو عاد ندوي معاكم. شنو هما لي زيبوتيز ايفونسيون؟ Qu'est-ce que ça peut être? Une douleur de la hanche. De la hanche avec boiterie à l'âge de 3 ans. Très bien. Donc la première, c'est très bien. Première, oui, oui. Un rhume de hanche. Une synovite aiguë, d'accord. Non, non. En tant que pédiatre de ville, pour faire gagner du temps, d'abord, je dois me demander pourquoi ce patient garde la boiterie depuis un mois. Normalement, au début, avant de donner le traitement et de penser au rhume de hanche, je devrais éliminer une arthrite septique. Ouais. Parce que c'est urgent, c'est grave. Le patient risque d'évoluer avec une ostéomyélite à bas bruit. Et donc si je ne l'ai pas vu au début, je devrais ne pas donner ibuprofène avant de faire une radio ou une écho. Au moins une écho. Donc les hypothèses. Hypothèse. Première hypothèse, ce n'est pas un rhume de hanche parce que ça dure depuis un mois et ça récidive. Donc c'est plus grave. Donc je fais NFS-CRP plus écho de hanche. Donc arthrite. Oui. Ostéoarthrite. Arthrite probable. Mais je dois. L'examen quand عندك une arthrite l'examen زويون fièvre 38 l'arthrite généralement elle est plus parlante. Le premier bilan NFS-CRP radio écho de hanche. C'est bon. Vas-y Amal. Donc si je comprends bien, on a deux diagnostics à évoquer, donc l'arthrite septique et le rhume de hanche. Il n'y a pas un troisième diagnostic à évoquer. Il n'y a pas d'autres hypothèses. Donc voilà, une fièvre prolongée chez un petit de 3 ans. D'accord, avec un signe articulaire. Donc, on a éliminé par exemple l'arthrite septique. Donc, il n'y a pas un autre diagnostic, non? شنو؟ Exactement. Donc غنقولوا alors غنمشيو نقولوا غنديروا لي غران تيتر غنقولوا انفيكسيوز روماتيزمال نمشيو نديروا لي غران تيتر ياك مالا مالا وي الا بغيتي دابا حنا نقولوا مالا مي سي اون كلاس غنقولوا دوك اذا هذا غنقولوا انفلاماتوار روماتيزمال ها الكرو تيتر ياك ونقولوا انفيكسيوز ها تا هو ان كرون تيتر واش نبقى نعاود اي تيمورال Oui. واخا ها لي كرو تيتر ديال القرايه ياك دابا فوالا دونك اون douleur de la hanche avec une petite fièvre et une boiterie donc ها لي كرون تيتر C'est vrai la première remarque. غنمشيو لي تيتر دابا استاذ Donc, voilà, très bien. Donc, exactement. Donc, psoitis, le psoitis. Donc, écoute, شادنا البسويتيس. D'accord. Donc, إذا أنت tu as examiné, حتى لا دابا حنا زدنا l'examen clinique دابا. كيدخل عندك عاد ما بين البيرو ديالك. Donc, زدنا l'examen clinique, s'il vous plaît. Donc, زدنا l'examen clinique. في l'examen clinique لقينا بأن bien sûr l'abdomen ما عنده والو, il y a rien du tout. C'est l'articulation اللي في هذيك زعما هذا. Donc, حنا on l'a résumé دابا. Donc, لا ما تهضرش على لا دخل عاد دخل عندك دابا واقف في الدخله صافي لا دونك سي با Oui, il avait une angine à l'examen clinique. حيت كاينه لونجي ولا لونجي كنلقاوها ديما اكزاكتومون فازي لا سويت مريم لا سويت مريم Alors donc voilà, donc vous avez demandé un bilan biologique et radiologique, d'accord? Donc pour le bilan biologique, donc il a une hémoglobine à 10 grammes, donc des blancs à 10 000 à prédominance PNN, donc les plaquettes à 250 000, une CRP à 96 et une VS accélérée à 126, et le facteur rhumatoïde pour la GI est négatif. Quel frottis? Frottis normal. La numération était normale, donc ils n'ont pas jugé de. Le frottis, il n'y a rien de sur la cytologie. C'est une bonne réflexion. Pour le bilan radiologique, donc la radio du bassin. On va revenir. دابا هما هي طلبوا هذا البيلون طلبوا هذا البيلون طلبوا لا راديو وجاو لي ريزولتا كاملين ياك
Donc, quel bilan اللي جا ou la radio normale. Donc la radiographie du bassin et des hanches normale. Normal. Et l'échographie des hanches, pour ceux qui ont demandé l'échographie, elle est aussi normale. Donc d'abord, alors donc رجعي للبيلو كي قلتي رجعي للبيلو باش كوم سا هما اللي في البيلو اذا عندنا لا في اس كي 126 عندنا فاكتور موتور نيجاتيف و لي بلون 10000 و هيموغلوبين 10. احنا دابا الوغ دابا لا سويت. ولا هونش لا راديو دو هونش نورمال l'échographie تي نورمال. دونك لا سويت دونك شنو دابا غاد à quoi qu'est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qu'on garde et comment on explore. Est-ce qu'on élimine l'arthrite septique? D'accord. Oui, il avait pris de l'amoxicilline protégée. On va essayer d'aller plus rapidement parce que par rapport au temps. D'accord. Alors, en recevant ce bilan, donc, le pédiatre avait suspecté le diagnostic d'une arthrite juvénile idiopathique et donc il a bilanté le patient dans son sens. Donc, une échographie cardiaque a été faite dans le cadre de bilan de la GI et qui a montré une pleurésie. Et donc, à ce niveau, donc, le pédiatre a demandé une TDM thoracique. Alors, la TDM thoracique s'est révélée normale. Par contre, au niveau des coupes inférieures, donc les radiologues ont objectivé un processus prévertébral et donc ils ont complété par une TDM abdominale. Et donc vous voyez ici donc le processus d'allure malin qui englobe les vaisseaux, donc notamment l'aorte et l'artère rénale. Oui. Donc ici donc. Les coupes basales, la TDM, ben quelque chose, et donc c'est le radio qui est complété par l'abdomen. Mais en gros, il n'y avait pas grand-chose sur le thorax. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Une arthrite juvénile. Dans sa forme systémique. Oui. Donc il y a un bilan inflammatoire qui était positif, entre guillemets, la VS à 126, d'accord? Et on a fait plusieurs topovinatna les pédiatres que la VS ديما ملصقه مع l'hémoglobine. اللي عندك l'hémoglobine هابطه ما تبقاش تشوف لا VS. إذا عندنا l'annémie, la VS كتكون automatiquement accélérée. Ou le fait que tu as CRP ou VS par la haine. Là, ça c'est autre chose, exactement. Non, ça c'est on est la place. Mais même les capteurs la VS, quand tu vas accélérer dans un contexte, tu en tiens compte par rapport à l'hémoglobine. L'hémoglobine la VS ça s'accélère. Donc ça c'est entre parenthèses. Lorsqu'il y a la TDM, c'est un processus tumoral abdominal. Voilà. Même l'épanchement pleural, Ah oui, il n'a pas pas été été documenté sur le scanner. Exactement. Donc le scanner a été fait dans le sens pour voir l'épanchement. On n'a rien trouvé au niveau thoracique. Ils ont fait des coupes inférieures. Ils ont vu des adénopathies abdominales qui comprimaient l'aorte et la veine cave inférieure. Donc voilà, donc la TDM thoraco-abdominale était en faveur d'un magma d'adénopathie lombo-aortique intera-aortique au cave, réalisant un manche en hypendance, serrant et englobant la veine cave et l'aorte. Oui, pardon. Et donc, au total, donc, on est devant un petit garçon de 3 ans qui présente une fièvre, des douleurs osseuses, une altération de l'état général. À l'imagerie, on a un magma d'adénopathie lombo-aortique intera-aortique au cave. Et donc, bien sûr, devant toute suspicion de pathologie maligne, on doit confirmer par l'histologie. Donc, on doit faire une biopsie des adénopathies profondes. Mais vu que la localisation donc, était difficile, il n'était pas accessible pour une biopsie radiologique. Alors là, le radiologue, ils ont parlé de magma d'adénopathie. Donc il a compris. Fièvre, syndrome inflammatoire, anémie, tout à l'heure c'est réflexion de l'euphotie, ma belle, je dis haja. Je sais les hypothèses d'Yann. Donc c'est tumoral, mais quelles hypothèses en matière de tumeur? Ouais. Ou en matière de pathologie cancéreuse, oncologie? À quoi on pense avant de faire la biopsie, avant d'avoir le résultat anapath? Éventuellement compléter باش نديرو بيوبسي ماشي بيوبسي parce que là il n'est pas accessible.
Un lymphome. Donc lymphome, مثلا c'est magma d'adénopathie, lymphome. Leucémie. Mais leucémie قلتي NFS جات عندنا نورمال ولكن نورمال ولكن الفروتين فيه والو. Donc lymphome, leucémie, ou une autre pathologie tumorale. Ou lymphome, comment tu... C'est-à-dire lymphome, il a des douleurs de la hanche. Qu'est-ce que ça peut être avec la douleur? Une deuxième localisation. Exactement. Le lymphome. Normal, هادشي كانت لوكس À نورمال. 10 000. 10 000 لي بلون كانت ليميت سوبيريور. دونك هو non, non, les adénopathies كلهم c'est في la région abdominale, lombo-aortique. تما فين كاين les adénopathies. Lombo-aortique. Donc on devait aller faire une biopsie, mais là قلنا بلاتي biopsie صعيب لان l'accès. Comment on peut explorer? Donc quand on a la douleur osseuse, enfin la douleur osseuse, la douleur on a les magmas, les hypothèses de lymphome, etc. Avec les douleurs osseuses, on a probablement une métastase quelque part. Donc on a les méta-économie médulaire ou l'économie osseuse. Donc on نقلبوا على l'abdomen. Donc vas-y Maria. Donc on a réalisé donc une biopsie ostéomédulaire dans le cadre donc du bilan d'extension, donc afin d'aboutir à un diagnostic vu que la biopsie n'était pas accessible. Et donc l'histologie nous répond donc un aspect morphologique et immunohistochimique d'une infiltration médulaire par un neuroblastome indifférencié. Alors on a le diagnostic là la patte c'est déjà donc d'emblée les cellules échappées c'est des cellules de neuroblastome. Alors, logiquement, pourquoi on a fait la moelle? Normalement, on a des adénopathies profondes. Il faut aller voir, il faut aller biopsier les adénopathies. Les radiologues, ils n'ont pas pu la faire. Pourquoi? Parce que c'est postérieur et c'est petit. Ils n'ont pas un accès pour faire la biopsie. Ils ont dit ça va être compliqué. En plus, ça comprime l'aorte, la veine cave inférieure. Ils ont eu peur. Gallo, c'est un peu compliqué. Donc, on a devant, c'est-à-dire en tant qu'oncologue, normalement, le lymphome, mais le diagnostic le plus probable, c'est les radiologues aussi, des adénopathies qui compriment l'aorte, c'est le neuroblastome qui fait ça. Comprimer l'aorte et englober l'aorte et la veine cave inférieure avec des douleurs osseuses, on se dit ça peut être un neuroblastome métastatique à l'os. C'est pourquoi on a fait la moelle en pensant à un neuroblastome comme bilan d'extension. Et on sait que le neuroblastome, il est métastatique au diagnostic dans plus de la moitié des cas. C'est la taille de la tumeur. Elle peut faire ça. On peut avoir. C'est une infiltration cellulaire. La taille de la le processus, les adénopathies. Les adénopathies, c'est l'accès qui est difficile. Normalement, on peut faire une biopsie. Mais les radiologues, ils disent on ne peut pas faire une biopsie guidée par l'imagerie. Et on ne fait pas de chirurgie pour une biopsie. D'accord? C'est plus facile de faire la biopsie guidée par l'imagerie. C'est pourquoi, en pensant au neuroblastome, on a fait le bilan d'extension. On a toujours, quand on a le neuroblastome, le plus souvent, ça peut être un neuroblastome métastatique, vu les douleurs. Mais je suis connu des douleurs comme ça. Depuis un mois, il traîne avec des douleurs. Donc, on a fait la biopsie médulaire et les myélogrammes dans le sens d'un neuroblastome. Un myélogramme. C'est ça, on fait les deux. On fait 2 médulos et 2 BOM en pensant au neuroblastome. D'accord? Et donc, dans le cadre du bilan d'extension, donc, on a complété par une scintille MIBG donc, qui s'est révélée également positive. Donc, un magma d'adénopathie rétropéritonéale actif métaboliquement avec des foyers osseux secondaires, donc intéressant les 2 trochantères fémoraux, surtout le droit, donc l'os iliaque gauche et la diaphyse fémorale gauche. Et donc, le diagnostic retenu, c'était un neuroblastome paravertébral métastatique à l'os et à la moelle. Et donc, le patient a été traité selon le protocole national du neuroblastome. Donc, il a reçu 5 cures de chimiothérapie d'induction. Donc, voici les images après chimiothérapie. Donc, on note une réduction tumorale d'à peu près 60%. Donc, ça, c'est les plaques initiales. Ça, c'est après la chimiothérapie. Donc, vous voyez, il y a une réduction tumorale.
Donc ensuite, le patient donc, a été opéré. Donc, il a bénéficié d'une chimiothérapie d'intensification suivie d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, puis une radiothérapie. Merci. La suite. Là. 2022. La diapo suivante. 2022. Alors, je Donc passe... là, pour le résumé d'abord le cas, donc c'est une présentation de douleur osseuse avec un bilan un petit peu inflammatoire, perturbé, etc. Et ce les douleurs, bilan radio normal, etc., radio d'ange normal, bilan normal, donc le réflexe, chercher autre chose ailleurs. Donc là, هذا بحال دابا هذا كان unico abdo, تتقلب un processus profond. Lorsque tu as des douleurs osseuses que tu n'expliques pas, on va donc le message douleur osseuse que je m'explique pas. Inflammatoire là, l'hypothèse tumorale doit être تكون en tête. هنا زعما l'attitude dans un cas de pédiatrie générale, il ne faut pas être... Il n'y a pas d'erreur, c'est juste si non spécifique, je ne vais pas me rattacher. Le danger qui est VS accéléré, le RAA, où on commence le traitement, corticothérapie, etc. Ça, c'est le danger par contre, qui est très très fréquent. Douleur osseuse, syndrome inflammatoire, c'est le RAA ou c'est le traitement. Donc c'est ça ce qu'il faut éviter. Alors j'enchaîne rapidement par un tout petit cas clinique qu'on va voir donc, tout de suite. Donc il s'agit également d'un petit garçon de sexe masculin, donc de 3 ans. Donc oui, ils sont de sexe masculin. Donc, qui a comme antécédent une notion de détresse respiratoire à J10 de vie, donc pour laquelle il a été hospitalisé en néonatologie pendant 15 jours, mais on n'a pas de documentation sur la cause. Donc, par ailleurs, il a un bon développement psychomoteur. Alors, donc, ce petit patient consulte pour une gêne respiratoire. Et donc, l'histoire de la maladie remonte à 40 jours de vie, donc par une gêne respiratoire qu'on avait considérée et traitée comme un asthme. Mais donc cet asthme ne semble pas être contrôlé malgré l'observance du traitement. C'est-à-dire que le patient garde toujours un intervalle intercritique symptomatique, donc avec une toux chronique et plusieurs épisodes de dyspnée sifflante qu'on a traités en ambulatoire. Alors, l'évolution a été faite vers l'aggravation de la gêne respiratoire à l'âge de 3 ans, donc ce qui a motivé sa consultation. Donc, sur le plan clinique, donc, vous trouvez un patient avec un poids et une taille à moins de déviation standard. Donc, il était eupnéique et stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Donc, par ailleurs, à l'examen pleuropulmonaire, on trouve un thorax asymétrique avec une circulation veineuse, je ne sais pas s'il est très bien visible, donc une circulation veineuse collatérale au niveau thoracique et un syndrome de condensation pulmonaire gauche. Donc, par ailleurs, il avait une hernie ombilicale à l'examen abdominal. Et donc, à quoi vous pensez? Donc, un petit de 3 ans, donc il y a des antécédents de dyspnée sifflante à répétition traités comme asthme, mais cet asthme ne semble pas répondre au traitement. Et à l'examen clinique, vous trouvez une circulation veineuse collatérale, une asymétrie thoracique, un syndrome de condensation. Donc, à quoi vous pensez? Quelle est votre conduite à tenir? Alors, on fait une radiothorax. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, il y a la radio, quelqu'un, c'est-à-dire en pensant à un asthme, qui ne, c'est-à-dire, on a trop tardé pour ne pas demander une radio. Normalement, il fallait la demander. C'est-à-dire que là, le cas, il est. Je te l'ai servi parce que tout le monde va dire, écoutez, il fallait demander une radio. Pour quelqu'un qui a, depuis le toute petite enfance, bronchite sifflante, l'asthme qui ne s'améliore pas, etc., etc. Donc là, c'est clair. Et la radio, voilà ce qu'elle montre. Donc, on a une volumineuse opacité, donc occupant les 2/3 supérieurs de l'émission thoracique gauche. Dans les bords internes se noie dans le médiastin. Le bord inférieur est net avec le poumon et qui exerce un effet de masse sur les éléments du médiastin, notamment la trachée et le cœur. Alors, la même chose là encore, bon, maintenant c'est évident, un contexte comme ça, tu vas mettre le TDM thoracique là. Mais la radio standard, les arcs postérieurs, l'intervalle inter-arc, il est très large par rapport le côté gauche. Donc ça, c'est les signes encore indirects de radio standard où tu es d'emblée, ça te dit, écoute, là, c'est tumoral. Bon, ça, c'est évident, dans des scanners.
Mais même c'est des signes indirects. La trachée, on la voit très bien. La trachée, toujours, c'est vrai, mais des fois, c'est normal qu'il soit étiré comme ça. Mais les signes de la pathologie tumorale, c'est ce que tu as, les arcs, enfin l'espace intercostal, comme et ça, c'est de la chronicité. Ça, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire lorsque tu as des arcs qui sont effilés, qui sont espacés, qui sont élargis, ça veut dire que c'est un processus qui évolue depuis. Il a eu le temps de pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque tu fais un traumatisme thoracique, l'arc s'éterresse ou mais quand il s'élargit ou quand il s'effile, c'est quelque chose qui évolue depuis des années. Vas-y. Et donc, en voyant cette radio thoracique, vous allez compléter par un scanner. Voilà. Alors, pour le scanner, donc, nous avons ici une énorme masse médiastinale, donc, qui est assez bien limitée, qui renferme des zones de nécrose avec des zones de multiples calcifications éparses, avec une lyse costale et un envahissement endocanalaire. Donc, bien sûr, cette masse, donc c'est pas très bien vu sur ces coupes, donc elle englobe et comprime les vaisseaux. Et donc, vous pensez à donc, un neuroblastome. Donc, la TDM en faveur d'un neuroblastome. Et donc, la conduite à tenir, donc, comme le cas précédent, c'est d'abord de confirmer le diagnostic par une histologie et de faire un bilan d'extension. Et donc, on a fait la biopsie de la masse, donc cette fois-ci qui est tout à fait accessible. Donc, et les anapathes nous répondent donc aspect morphologique en faveur d'un ganglioneuroblastome mélangé. Donc, on a complété par le bilan d'extension. Donc, les deux médullo-BOM n'ont pas vu de lésion tumorale. La scintigraphie osseuse, il n'y avait pas de localisation osseuse secondaire. Et sur la scinti-MIBG, donc, on a une volumineuse masse médiastinale d'origine sympathique, donc latéralisée à gauche, sans foyer suspect d'allure secondaire. Et donc, le patient a été traité par chimiothérapie et chirurgie, et il est vu en consultation et il va bien. Donc, merci. Merci, Marie. Donc, bonjour. Donc, permettez-moi de présenter un cas clinique d'un nouveau-né avec une masse abdominale. C'est un nouveau-né qu'on a admis à un J7 de vie, donc sexe masculin. C'est un G1P1 qui habite Salé. Donc, on a hospitalisé pour une masse abdominale de découverte néonatale. Dans ses antécédents, on trouve une grossesse qui est dite bien suivie, menée à terme. L'accouchement a été fait par césarienne pour un bassin limite sur scanopelvimétrie. Il y avait une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Le poids de naissance était à la moyenne, 3 kg 100 g, et il n'y avait pas de notion de consanguinité. Les antécédents familiaux, une maman jeune de 29 ans, G1P1, pas de notion de prise médicamenteuse ni de pathologie chronique, un papa sans antécédents. Et donc, l'histoire de ce nouveau-né a démarré à la salle de naissance par la découverte d'une masse abdominale. Donc, et il a été hospitalisé en néonatologie dans une clinique. Le malade a présenté un ictère à J de 2 filles avec une anémie à 13 grammes, une thrombopénie à 41 000 et un TP à 45%. Donc, il a été transfusé en plaquettes, en PFC et en culoglobulaire et par la suite transféré à l'hôpital d'enfants à J7 de vie pour prise en charge. Donc, à son admission au service d'hémato-oncologie pédiatrique, le nouveau-né était rose tonique réactif. La prise en charge a été faite dans une clinique dans des conditions très très bien. Donc, c'est au privé. Ça, c'est juste entre parenthèses. C'est une gestion de pédiatrie de vie. Donc, ce n'est pas un circuit hôpital. Oui. Donc, à son admission, le nouveau-né était rose tonique et réactif, avec des fentanyles normaux tendus. On n'a pas trouvé d'ictère ni de subictère. Le poids était à 3 kg 100 à la moyenne, la taille à 50 cm et le périmètre crânien à 36 cm à la moyenne. Donc, il était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Voilà, donc l'examen clinique trouvait une voussure allant de l'hypocondre droit jusqu'à l'épigastre avec une circulation veineuse collatérale. Il y avait un périmètre ombilical de 31 cm, un grand diamètre de
36 cm, passant par la voussure. La palpation de la masse était ferme, indolore, fixe par rapport au plan profond qui mesurait 10 cm de grand axe sur 6 cm. Donc voilà, on trouve ici la circulation veineuse collatérale et la voussure, la masse ici. C'est évident à la clinique, tu as la voussure ou bien la masse. Pour un bébé qui va très très bien. Oui. Donc effectivement, l'examen clinique, l'examen cardiovasculaire, les bruits du cœur étaient bien perçus, il n'y avait pas de souffle surajouté et le reste de l'examen clinique était tout à fait normal, sans signe hémorragique. Donc au total, on est devant un nouveau-né à J7 de vie avec une masse abdominale qui a présenté un ictère néonatal à J2 de vie avec une pâleur sans signe hémorragique. Et le bilan a trouvé une anémie, thrombopénie, un TP qui est bas. Donc il a été transfusé en sang, plaquettes et PFC. Et à son admission au CHOP, il y avait juste la masse au niveau de l'hypocondre droit et l'épigastre, isolé. C'est ce qui a été fait avant son admission. Chez nous. D'accord. Donc il y a quasi. Oui. Oui. C'est l'ictère, etc. G2. L'anémie thrombopénie TP, c'était le diagnostic a été fait à l'accouchement, transfusé, mis en condition, après Algel le choc. Donc, à quoi vous pensez? Une masse abdominale chez un nouveau-né, à J7 de vie, de localisation hypocondre droit, épigastre, avec une thrombopénie. Anémie thrombopénie avec un TP qui est bas, oui. Une transfusion de sang, de plaquettes et de PFC, avec un patient dont l'examen est en dehors de la masse, il va très bien. C'est vrai, il a beaucoup de choses. C'est-à-dire la masse et un bilan perturbé. Il y a beaucoup de choses pour un nouveau-né qui va bien, on va dire. Avec une grossesse suivie, accouchement bien, tout va bien. Déjà, qu'est-ce qu'on peut demander devant On commence par l'écho abdominal. On peut déjà commencer par ça. Donc, on va discuter un peu. Donc, devant la localisation, c'est un nouveau-né. Donc, on pense à une masse au dépend du foie. Donc, notamment un hépatocarcinome, hépatoblastome, un angiome géant, un hématome sous-capsulaire après un traumatisme obstétrical. On pense aux malformatifs, notamment le Cassabart-Mérite, et la tumorale, une tumeur germinale maligne, un neuroblastome et autres, notamment néphroblastome, rhabdomyosarcome et autres tumeurs bénignes. Donc, l'échographie a été demandée en premier et elle montre une masse au dépend du lobe hépatique intéressant au segment 2 et 3 de 140 cm3, d'écostructures tissulaires hétérogènes hypervasculaires qui siègent de plusieurs lacs vasculaires donc, et de microcalcification. Donc voilà, donc l'échographie conclut à un hépatoblastome ou hémangiome géant. Donc voilà, hypothèse vasculaire, tumeur. Donc on n'a pas pu trancher. Donc on fait. Oui. Donc là, les hypothèses sur l'échographie, c'était ça. Donc il n'y avait pas de masse rénale, etc. C'était masse limitée au foie. Mais il est plus structure vasculaire, très vascularisée, très hétérogène. Est-ce que, c'est-à-dire là, donc le complément à scanner, oui, ça, bien sûr, on a demandé après, c'est pourquoi je voulais demander la question. Donc on complète d'emblée par un angioscanner. Excusez-moi. Parce que c'est vasculaire, oui. Donc une angio-IRM a été faite, donc voilà, qui montre une masse en hypersignal T2. D'accord. Et là, c'est les coupes sagittales. Voilà, et on trouve la masse ici en hypersignal T2. Alors, le bilan biologique, ça, c'était la numération à J2 de vie qui montre une anémie à 13 et des plaquettes à 41 000.
Elle est norme comme l'homocyte. Un hémogramme de l'homoné avec un VGM à 108. Elle est norme, voilà. Donc, voilà, la bilirubine était élevée aux dépens de la bilirubine indirecte. Une petite cytolyse hépatique à 52, la CRP était négative. On a fait aussi donc, le test de Coombs devant l'ictère, qui était négatif. Et là, c'est le bilan d'hémostase avec un TP à 45%, un TCA qui est allongé à 39,5 secondes. Le fibrinogène était bas à 0,6 et des dédimères au plafond supérieurs à 10 000 nanogrammes par millilitre. On avait refait la numération. Là, c'est les marqueurs tumoraux pour éliminer une tumeur germinale qui était normale par rapport à l'âge. Et à son admission, on a refait la numération. Donc, les plaquettes sont encore plus bas, à 29 000, avec une hémoglobine à 15, puisque le malade a été transfusé. Voilà, donc on a un nouveau-né qui présente une tumeur vasculaire avec anémie, thrombopénie, fibrinogène bas et des dimères qui sont élevés. On pense à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un patient c'est un bébé qui a été donc à la clinique. Donc ça c'est le bilan qui a été fait à la clinique. Donc d'emblée à l'accouchement. Donc l'accouchement, donc ils ont vu la masse, ils ont fait le bilan qui était avec une anémie, enfin 13 grammes d'hémoglobine. Et il avait les plaquettes à 49 000 au départ. Oui, 49 000. Et les PDF les didymères étaient trop élevés, le fibrinogène à 0,60, donc il était bas, le TP il était bas et le TCA était allongé. Donc c'est là ils ont transfusé en sang, ils ont transfusé en plaquettes et PFC aussi. En PFC aussi, oui. Donc, et puis ils ont fait l'écho et la TD, l'angio-RM. C'est là qui a montré la tumeur d'allure vasculaire. Donc est-ce que cette attitude, les transfusions en plaquettes, en sang, en PFC, oui, non, je fais pas, est-ce que... C'est juste l'anémie à 13 pour transfuser. Limite. D'accord. S'il n'y avait pas autre chose, on n'aurait pas transfusé. D'accord, ok. Transfusion de plaquettes. Donc voilà la discussion. Donc on a une CIVD. Est-ce qu'on transfuse ou pas en culot plaquettaire, globulaire et PFC? Bon, on a dit les plaquettes en transfuse, que le globulaire on ne transfuse pas. اش واحد السانسي سي واحد السانسي سي غيكون Donc, alors là, on est devant une CIVD qui est plutôt... La différence, nous avons une CIVD, mais qui est localisée. Ce n'est pas une CIVD, la fameuse CIVD.
Localisé, on n'a pas de signe hémorragique. Le bébé ne sait aucun signe de saignement. Et on le piqué, on le bébé, tu ne sais pas à la... C'est vrai qu'il a 40, il a fait une plaquette. Tu avais raison de dire oui, j'ai 40, il a fait une plaquette. C'est bon. Mais les plaquettes, en fait, ils sont juste... C'est consommé avec la masse. Donc, il plaquettes, il lâche les plaquettes. Donc, les plaquettes, il la zone de la masse vasculaire ou donc c'est ça ce qui... On qualifie ça de CIVD localisé. Ce n'est pas une CIVD de sepsis. Oui. La transfusion ne va pas. Le transfusion de quoi? De plaquettes. De plaquettes. C'est le diagnostic. On a les plaquettes et on a contrôlé, on a 29 000 plaquettes. Donc en fait, même si tu lui donnes des plaquettes, donc c'est là on va revenir. Et d'ailleurs, nous avions discuté, bien entendu, c'est staffé. Donc on va revenir à la discussion. Donc voilà, donc il s'agit d'une CIVD qui est localisée. Il n'y a pas de saignement clinique généralisé, donc pas besoin de transfusion. Ça revient à la question que nous avons tout à l'heure. Moins de 50 000 transfuses, dans l'absolu, oui. Mais ce que dit la clinique, si le bébé ne sait aucun signe de saignement, tu n'as pas besoin de le transfusion plaquette. Il faut juste faire attention que dès qu'on commence à transfuser les plaquettes, on développe des anticorps anti-plaquettes. Pour un bébé, il y a qui sauve l'immunité d'Yalo et là. Donc quand tu es obligé, quand tu es vraiment obligé, il n'y a pas de discussion. Ça c'est clair. Mais obligé, non pas sur un chiffre, mais aussi sur le contexte ديالك نتايا واش انفكسيون نيوناتال سيفير واش هذا هي لي بلاكيت هابطين عندك جو ترانسيز يقدر يدير هيموراجي سيريبرال هنا عندي اون ماس سي une masse vasculaire on va revenir pour dire vas-y. Donc voilà, donc c'est l'enjeu IRM parle d'un angiome appendu au foie, donc une tumeur vasculaire avec thrombopénie, des dimères élevés, et on pense à quel diagnostic? C'est rare, c'est très rare. C'est un phénomène qui est rare, c'est un syndrome qui est rare, c'est le Casabar-Mérite. D'accord, donc le Casabar-Mérite, la conduite à tenir, en général on donne les bêta-bloquants à 2 mg par kilo par jour en 2 prises. D'accord, on a un bêta-bloquant par voie orale avec une pipette. Adaptation pédiatrique. Adaptation pédiatrique, on peut donner avec une escalade de dose, une semaine à 1 mg kilo, la deuxième semaine à 2 mg kilo, et puis par la suite on peut aller à 3 mg kilo. Il y a la corticothérapie qui est aussi discuté, mais bon, sinon, si ça ne marche pas, on passe à la vincristine selon le protocole suivant, donc 1 mg par mètre carré par semaine en intraveineux jusqu'à l'âge de 6 mois, puis 1 mg par mètre carré tous les 15 jours pendant 3 mois, et ensuite 1 mg par mètre carré par mois pendant 3 mois. Mais le plus important est l'embolisation artérielle pour arrêter donc l'alimentation de cette tumeur vasculaire. Voilà, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc j'enseigne avec un cas clinique. Donc c'est le cas d'un nourrisson de 1 mois et demi de sexe masculin, unique de sa famille. C'est le cas d'un nourrisson de 1 mois et demi de sexe masculin, unique de sa famille, qui se présente en consultation pour hématome de la cuisse gauche, qui est survenu en post-vaccination. Donc, pour ce qui est des antécédents personnels, il est issu d'une grossesse menée à terme, avec un accouchement par voie basse sans incident et une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Il est actuellement sous allaitement maternel exclusif et on note une absence de syndrome hémorragique. À noter aussi qu'il n'y a pas de notion de consanguinité. Pour ce qui est des antécédents familiaux, on rapporte une absence de syndrome hémorragique dans la famille. Donc, l'histoire de la maladie remonte au 25 décembre 2023, soit à J16 de vie, où le nourrisson a reçu sa première vaccination selon le programme national de l'immunisation. Donc, il a reçu une injection de BCG en intradermique au niveau du bras gauche et une injection du vaccin de l'hépatite B en intramusculaire profonde au niveau de la cuisse gauche. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une rougeur, puis d'une tuméfaction au niveau du site d'injection de la cuisse gauche, évoluant dans un contexte d'apyrexie. Les parents ont donc consulté aux UCP, les urgences chirurgicales pédiatriques, 15 jours plus tard, soit à J32 de vie, où l'indication de drainage chirurgical a été posée. Un bilan préopératoire a donc été effectué dans ce sens,
Et devant la perturbation de ce bilan, il a été référé au centre d'hématologie et d'oncologie pédiatrique pour avis. Donc, l'examen clinique à l'admission a retrouvé un nourrisson en bon état général, tonique et réactif, stable sur le plan hémodynamique, respiratoire et neurologique. À l'examen cutanéo-muqueux, on retrouvait une tuméfaction au niveau de la cuisse gauche qui correspondait au site d'injection. Donc, cette tuméfaction était dure, fixe par rapport aux deux plans, superficiel et profond, et elle était indolore. Le deuxième site d'injection au niveau du bras gauche ne présentait pas de tuméfaction. On note aussi une absence de taches échymotico-purpuriques sur le reste du corps et il n'y avait pas de symptômes hémorragiques. Le reste de l'examen était sans particularité. Donc, sur le plan biologique, on a réalisé une numération de la formule sanguine qui a objectivé une anémie normochrome normocytaire avec une hémoglobine à 10,2, un VGM à 94 et un TCMH à 33. Le reste des lignées était sans particularité. Par ailleurs, un bilan d'hémostase retrouvait un TP à 24,1% qui était bas et un TCA presque normal ou plutôt limite à 1,23. Sur le plan radiologique, une échographie des parties molles a montré deux formations qui étaient en intramusculaire. Donc la première était ovalaire, assez bien limitée, hyperéchogène et hétérogène et mesurait 11 x 29. Et la deuxième était étendue sur 41 mm. Donc les deux faisaient évoquer en premier un hématome. Donc pour résumer, il s'agit d'un nourrisson J33 de vie, de sexe masculin, qui présente à la suite d'une vaccination une masse au niveau de la cuisse gauche. L'échographie des parties molles est en faveur d'un hématome. Et sur le bilan d'hémostase, on retrouve un bilan d'hémostase perturbé avec un TP bas et un TCA plutôt limite. Donc selon vous, quelle est la conduite à tenir? Bien. Donc je complète le bilan d'hémostase, vous allez avoir le résultat dans 15 jours. C'est-à-dire qu'on est d'accord. Fibrinogène, fibrinogène, il y a 2 grammes. Alors, dosage des facteurs. Là, rapidement, je demande le bilan d'hémostase complet, donc je demande le dosage des facteurs. Après, c'est quel dosage des facteurs? On va demander ça, une deuxième question. Et troisièmement, tu vas avoir les résultats dans 15 jours. C'est-à-dire qu'on est d'accord. Les résultats dans 15 jours. Alors, donc en attendant, donc les parents sont là, c'est les parents, les bébés de Z, les parents mkhlouin. Il y a un hématome tnefrat, c'est la maman qui a constaté que la cuisse tnefrat léa. Il a constaté ça juste après le vaccin. Donc et ils veulent, voilà, qu'est-ce que je fais? Là, il n'a pas reçu la vitamine K. أنا نعطي لا فيتامين كا سكوتاني انتراميسكولير شنو اورال انا ما عرفتش انا شي با دونك اورال داكو انا نعطي اورال تري بيان مي جي ليماتوم ايسي اونكور البيبي حطوا لك جي ان هيماتوم في ماكويس جي ان تي بي كي داكو دونك اون درين لا ils ont posé l'indication. Ils ont posé l'indication de drainer. Donc, j'ai les UCP. Donc j'ai les urgences chirurgicales. Chef le professeur Taïbi. Ils l'ont gardé pendant 24 heures. Le matin, j'ai le soir. Effectivement, les parents s'inquiètent. Ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui a augmenté la cuisse gauche. J'ai les urgences. Chef l'interne résident. C'est bon, on hospitalise pour que demain matin, il le drainage. Le bilan pré-op, bien sûr. J'ai le TP qui est bas. Monsieur Taïbi a été très bien. Alors d'abord, on revient d'abord. Le patient, j'ai un Monsieur Taïbi. D'accord. Donc, je fais les prélèvements pour doser le fin septembre. D'accord. Je passe du PFC et je draine. Ah, je ne sais pas. Ah, tu ne draines pas. Donc, tu ne draines pas. D'accord. Tu passes le PFC. Très bien. Alors, tu passes le PFC. Là, pour arrêter le saignement, là. Quel va être le rôle du PFC? L'objectif de l'intérieur. D'accord, très bien. Donc, il va augmenter ou là. Je donne le PFC et je demande. Très bien. D'accord, très bien. Ok. La suite. Donc la conduite à tenir est effectivement de ne pas faire d'intervention chirurgicale avec une surveillance rapprochée du nourrisson, aussi bien sur le plan clinique que radiologique. Donc la première conduite... Donc nous, ce qu'on a adopté, donc, quand on a examiné, effectivement, il y a la masse,
La masse, elle est là. Elle est là, oui, on a Kaina. Elle est inquiétante pour les parents. Nous, il n'a pas. Il n'augmente pas, ما عرفتش. دابا راهي كنشوف فيها دابا هنا هي ما il n'augmente pas à vue d'œil. Donc elle est là, كاينه la masse, elle est là في la cuisse et je la touche, عندي le volume, mais bon, elle est là. Le bébé se porte très bien. Il y a rien du tout. L'examen clinique, il n'y a rien. Donc هنا je relative l'urgence. Donc j'ai قلت non, en fait, il n'y a pas l'urgence A. D'autant plus que خصني نستعمل البي اف سي وما عنديش ديagnostic. Et puis j'ai un hématome musculaire. زعما راه غادي نحل وغادي سي با ان سوكوتاني. Donc خصني ندخل للداخل. Donc ce qu'on a, une surveillance clinique et avec une écho de contrôle. Vas-y. Donc la première consultation de contrôle s'est faite 3 jours plus tard, avec sur le plan clinique une persistance de la tuméfaction au niveau de la cuisse gauche, avec les mêmes caractéristiques et sans signe inflammatoire en regard. L'échographie de contrôle avec mensuration a été faite. حنا بدينا مع 9:30. عندنا دوك حنا باقي عندنا 10 minutes. صافي؟ ها؟ 5 minutes. Vas-y. De toute façon, قربنا. Oui. L'échographie de contrôle avec mensuration a été faite et retrouvé l'hématome d'écostructure hypoéchogène hétérogène mesurant 19 x 8 x 31 mm. Donc le même aspect. Le même aspect. La conduite à tenir était donc de continuer la surveillance à raison de 1 fois par semaine et on a même conseillé à la maman de faire un petit massage délicat de la région concernée par des mouvements rotatoires et doux afin d'aider à la résorption de l'hématome. Donc la deuxième consultation de contrôle s'est faite 1 semaine plus tard. Sur le plan clinique, on note la persistance de la tuméfaction qui semble avoir légèrement diminué de taille, mais qui garde les mêmes caractéristiques. L'échographie de contrôle retrouvait l'hématome avec une taille qui est relativement stable par rapport à l'échographie d'avant. Donc la décision était de maintenir la surveillance et de la revoir à 1 semaine plus tard pour son évaluation hebdomadaire, clinique et radiologique, et aussi en profiter pour lui faire son deuxième vaccin. Donc la discussion, c'est que... Donc reviens à la diapo. Donc voilà. Donc, alors, ça c'est un cas de pratique quotidienne. Tu vois ce que je veux dire. Donc, alors, écoute, on surveille. Il fallait rassurer les parents. Les parents, donc, on a expliqué qu'il faut commencer à faire du massage parce que le massage permet exactement, ça facilite la résorption de l'hématome, mais gentiment pchouya. 2, à ne pas s'inquiéter. Et aussi, au cas où tu constates que ça augmente, là, il faut venir pour drainer. Et 3, tu poses la question le vaccin. Alors, le vaccin, donc là, il faut qu'on insiste, c'est un vaccin qui doit être fait en sous-cutané, donc pas intramusculaire, mais on peut le faire en sous-cutané, tenant compte qu'il y a un risque hémorragique. Donc, on dit le sous-cutané, on comprime bien et on met du glaçage juste avant. On considère même les patients qui ont des troubles d'hémostase, hémophilie, etc., on fait le vaccin sans forcément de couverture par des facteurs. Donc, je suis là-dedans. Alors, on va revenir d'abord. On va revenir. Là, j'ai ça. Donc, nous n'avions... On n'a pas contrôlé pour la simple raison parce que le bébé, piqué, c'est en dehors du saignement, tu as toujours des erreurs, je dirais, le prélèvement. Donc, des fois, à cet âge, je les laisse un peu. Je suis obligé à je prélève. Mais j'évite de les piquer à l'âge. Surtout que c'est-à-dire TCA, il n'était pas allongé. C'est-à-dire les reins plus grave, on va dire. C'est-à-dire une autre vaccination, c'est que on va dire qu'on a, c'est-à-dire on pense pas à l'hémophilie. Déjà ça, M. Khorassani. On a une loula. Oui. C'est le TCA qui exactement. Donc en fait, l'hypothèse, on a le vitamine K. Et c'est possible c'est juste une immaturité hépatique. C'est possible. Surtout qu'il est allaité au sein. Le TCA presque normal. Des fois, le TCA, les facteurs تيكونوا d'une manière basse mais disproportionnée. كيكونوا هابطين ولكن ماشي كلهم هابطين بزاف. دوك تيكون التي هو اللي هابط والتي عندك نورمال. ما تمشيش بلا بدا تقول راه سي لو 7 كي مونك وصافي. دوك راه كيكونوا حتى الاخرين ناقصين باغ immaturité هيباتيك راه خصك تعطيه الفيتامين K. Donc il est clair qu'il faudra donner du vitamine K. Alors, comme je n'ai pas l'urgence d'abord, je le laisse tranquille, je vais le piquer. Bon, il se peut que effectivement on dit le prélèvement, on dit le dosage des facteurs ديالي. On va dire le dosage des facteurs ديالي. À ce moment-là, هنا ملي غنجيو لاتيتود الثانيه, vas-y.
Donc, vu l'âge et le sexe du nourrisson, la persistance de l'hématome avec les mêmes caractéristiques cliniques, le TP qui est bas à 24% et le TCA qui est limite, ainsi que l'aspect relativement stable sur l'échographie des parties molles, le diagnostic retenu est donc un hématome sur trouble de la crase, avec un TP bas et un TCA limite, qui peut être soit dû à un déficit congénital, soit dû à un déficit acquis. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que dans les cas des hématomes post-vaccinaux dus à un trouble de la crase, il faut tout d'abord maintenir une surveillance rapprochée, aussi bien sur le plan clinique que radiologique, de continuer la vaccination par voie sous-cutanée et de proscrire la voie intramusculaire. Dans le cas où la chirurgie de l'hématome est éventuellement indiquée, il faut en profiter pour faire la circoncision aussi. Et le plus important, c'est d'explorer l'hémostase pour identifier la cause du saignement et de savoir quand il faut l'explorer et comment il faut l'explorer afin de déterminer l'étiologie. Donc voilà, nous avons résumé de la diapo un peu les attitudes pratiques par rapport à des bébés comme ça. Donc, tu peux faire le bilan d'IELK, déclencher ou faire le dosage des facteurs. Et sache qu'à cet âge-là, les résultats généralement pas extraordinaires. Surtout la plupart qui sont le cerveau. Il est fiable, oui, oui. Tous les... Là, on va revenir là. On le met dans le contexte clinique. Le patient là, mais on l'a mis dans le contexte clinique. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi je dis le TP ou TCA à la période néonatale, que je ne fais pas d'habitude. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne dis pas le bilan في هذه الوقيته. C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est obligé de نديرو. Maintenant, période néonatale, le TP bas, le bas. Ok, bah, je le garde, bah. Mais je n'en tiens pas, voilà, je ne prends pas. ولكن في هذا لو باسو اللي داير لي هيماتوم ولا داير سينيمون ولا تختن ديك الساعه ولا اخر. Donc اذا هذا bon, je pense qu'on va s'arrêter là, mais on avait une autre présentation. Ton bilan d'hémostase, tu l'interprètes sur le contexte clinique ديالك. Ne l'interprète pas sur les chiffres. Oui, c'est... Oui. Tu dois doser les facteurs. Tu dois doser les facteurs. Ça, c'est obligatoire. Alors, on va faire le faux de 3-4 ans. On va partir. D'abord, les choses le bilan pré-op ou la circoncision. Et avant, je bilan. J'ai TP bon, TCA normal. Donc, c'est un déficit obligatoire. Il est obligatoire. Attends, je vais enchaîner rapidement les 2 slides. Donc, on se prend 5 minutes. Donc, un TP bas, seul il est bas. Donc, c'est le facteur 7 qui est... Tu cherches à doser le facteur 7. Donc, ça, c'est sans trop se casser. Après, tu as les autres acquis, ou le vitamine K, maladie hépatique, etc., etc. Je passe. Un TCA qui est seul allongé. J'ai les autres facteurs, c'est-à-dire que le 15 seul allongé, j'ai le 8 et le 9 et le 11, sinon je fais la voie commune. Alors maintenant, donc ça je passe à dos. Voilà, je passe. Alors c'est un garçon, voilà. Donc ça répond à c'est le cardiaque. C'est un bébé, 12 mois, bilan de circoncision. Donc j'ai circoncision dans le bilan d'hielo. Et le TP qui est bas, le TCA normal. TP bas, donc ça on ne voit pas, mais le TP est bas, le TCA normal. Je n'ai pas l'attitude de les rendre. Alors, est-ce que je refais le bilan, je refais le TP? Est-ce qu'on refait le bilan? Est-ce que si je le refais, je le fais le même labo, ou c'est un autre labo? Un autre labo, d'accord. Le même labo? لا دابا حنا دابا انت ملي كتصيفطو tu في الكابيني كتطلبتي البيلون صيفطتيه لو كوليغ دونك لو لابوراتوار لو باسو تا رامني لو ريزولتا جابوا لك هو هذا شفتيه قال لك هو الدم عندك جاري ما جاري الى اخره عرفتي خصني نعاود التحليله غتعيط للابو وي غيقول لك j'ai fait dans les mêmes conditions j'ai fait dans les conditions زعما donc je refais tu refais alors tu refais dans le même labo dans un autre labo
Dans un autre labo. Dans le même labo? Dans un autre labo. Tu refais dans un autre labo, le TP il est bas. Non, je refais un autre, je fais un autre labo. Non, il faut que j'envoie un autre labo. Non, la logique veut que je renvoie un autre labo. Là, c'est... Ok, ou là, j'ai normal. Je refais un autre labo. Donc, vous voyez, je ne refais pas un autre labo. N'envoyez jamais un autre labo. C'est un conseil. عيط للبيولوجيست صاحبك قول له فلان راك ما درتيهاش مزيان راك ما كتخدمش مزيان انا غنصيفط لك واحد جيبوا لي نورمال ولا دبر راسك on fera bref. Donc mais ne refaites pas chez un autre labo. Donc ça c'est la règle. Après bon, maintenant il faut fidéliser votre laboratoire اللي كتخدم معاه. خص واحد كتخدم معاه ديما. هذيك الساعه كي خلتي غادي تعيط له تقول له ايكو غيقدر يقول لك وي داك لو بيبي. Quand on a voulu piquer, c'était pas évident. On a fait la seringue, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on retrouve que le TP, il est bas. Il est bas. Donc, il a été confirmé bas. Donc, on fait là le dosage des facteurs. Quel facteur on va doser? Donc, on dose le 7 pour commencer. Là, c'est le budget. Donc, voyez, donc on va commencer par le 7. Pardon? Ouais, relativement. Relativement, c'est-à-dire, واحد غيكون 200 dirhams, il ضربتي في 5 de l'autre, 1000 dirhams, etc. Donc, à peu près. Donc, je fais le dosage. Donc, notre labo, il a akhiri. Voilà. Voilà le résultat que j'ai. J'ai un TP à 46%. Un facteur 7 à 46%. Enfin, 40%, 30%, 25%. Qu'est-ce que je fais d'abord? C'est la question qui va revenir d'abord. Donc, le bébé, il se porte bien. Il a 1 an. Il n'a pas eu d'accident hémorragique. Il n'a pas eu de saignement particulier. Mais bon. Donc, j'ai 46%. Qu'est-ce que je fais? Je fais ma circoncision, je ne fais pas ma circoncision, je donne du PFC, je donne du facteur 7 ou non. Yeah. Donc aujourd'hui, كيف قلت السي حميد هادو هما اللي ولاو بزاف هاد لي سيتياسيون هادو كوم لو بيلون بريب ولا كيتطلب بزاف la plupart du temps c'est comme tu as dit c'est des erreurs de prélèvement. Beaucoup de cas c'est le prélèvement lui-même que je dois effectivement le valider. Donc je refais mon bilan chez le même labo pour وتنقول له يخلي البلازما عنده il congèle le plasma pour qu'il demande les facteurs. باش ما تعاودش البريليفمون دير عاوتاني troisième fois. Alors هنا par exemple بحال دابا انا هذا je n'ai pas de risque hémorragique. J'ai 40% de facteur 7 mais je n'ai pas du tout de risque hémorragique. Je pourrais avoir même, c'est là la question tout à l'heure Amalia, si j'ai un facteur 7 à 5%, je peux avoir un risque hémorragique. Mais si j'ai le facteur 7 le problème c'est que il n'y a pas de concordance entre le taux et la valeur. Le taux et le risque hémorragique. Mais ça c'est spécial le facteur 7. Donc, alors là, ce que je fais, on fait. Donc, on ne donne pas de PFC, rien du tout. On a des produits parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de produits aujourd'hui sur le marché marocain. C'est-à-dire les produits de l'hémostase. Les produits au cas où le patient saine ou là. Donc, avec tous les produits. Donc, je reviens. Si tu as un bilan perturbé, d'hémostase perturbée, chez quelqu'un qui a, dont l'histoire hémorragique, elle est nulle, il n'y a rien du tout, c'est l'histoire hémorragique qui prime, pas le taux. Donc le taux ne reflète pas le risque hémorragique. Donc c'est ça la réflexion qu'il faut garder. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et merci beaucoup.